Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission consacrée aujourd'hui à deux notions qui peuvent sembler au premier abord contradictoires, l'implication et le don d'attachement. Ce n'est pas toujours évident, en effet, lorsque l'on commence à mettre en place certaines actions, de ne pas attendre d'en récolter les fruits. Une réaction qui peut engendrer de la souffrance, mais aussi des difficultés dans notre rapport aux autres et au monde de manière plus générale. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet attachement au quotidien? En quoi notre ego joue-t-il dans ce cadre un rôle essentiel? Que nous indiquent les maîtres zen pour concilier implication dans l'action et le non-attachement? Je vous propose de retrouver notre invité Gérard Pilet pour en parler avec nous. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien disciple du maître zen Taizen Deshimaru. Vous avez enseigné la philosophie et vous dirigez aujourd'hui le dojo zen d'Annonay, c'est dans l'Ardèche. Oui. Et je précise que vous dispensez par ailleurs des sessions de pratique en province et à l'étranger. Merci beaucoup Gérard Pilet d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors pour commencer cette émission, on pourrait se demander comment se traduit cet attachement dans notre vie quotidienne. On imagine qu'il se manifeste sous différentes formes. Oui, c'est vrai, il se manifeste sous différentes formes, mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de l'attachement à l'ego, au moi, dans le cadre des actions qu'on est amené à faire ou dans le cadre du travail qu'on est amené à faire dans le quotidien de nos vies. Alors vous venez de mentionner cette notion d'ego qui est effectivement au cœur de cette problématique. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur ce que signifie l'ego? Oui, l'ego fondamentalement c'est l'illusion de la séparation et cette illusion génère le sentiment abusif d'être une entité substantielle. Alors souvent on dit que l'ego est une identification au corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est ce que le Bouddha disait. Il disait que c'est cette identification au corps qui constitue la base de l'illusion du moi. C'est sur cette identification que se construit ce que le Bouddha appelait la fausse idée d'un moi. Quand on pense à moi, la plupart du temps, on pense à mon corps. Et quand on pense à ce qui n'est pas moi, ce à quoi on se réfère inconsciemment ou consciemment, c'est à ce qui est à l'extérieur de mon corps. Alors on évoque aussi les programmes de l'ego. De quoi s'agit-il, Gérard Pilet? Oui. Alors, on peut observer que parallèlement à l'obtention d'un salaire et parallèlement au service à la communauté, qui sont les deux grands axes du travail dans la société, se met en place au niveau du travail et de l'action ce qu'on peut appeler un programme de l'ego, c'est-à-dire un ensemble de demandes de l'ego. Des demandes qui vont s'infiltrer en quelque sorte dans les actions que l'on est amené à faire. Mais est-ce que ce programme de l'ego est le même pour chaque personne? Non, il n'est pas le même pour chaque personne. Chez certains, par exemple, il va se traduire par un besoin de reconnaissance. Reconnaissance de soi par les autres. Chez d'autres, il va se traduire par une soif effrénée de pouvoir, acquérir par le biais des actions, par le biais du travail, du pouvoir et encore plus de pouvoir. Chez d'autres encore, il peut se traduire par la quête effrénée du profit. Voilà, en gros, les grandes tendances qui sont en correspondance avec les demandes de l'ego dans le cadre du travail ou de l'action. Mais on associe aussi souvent cette notion d'ego à un sentiment qui peut être de la souffrance, qui est un sentiment d'incomplétude. Est-ce que l'on peut revenir sur cet aspect? Oui, c'est-à-dire que l'ego est pris à son propre piège. L'ego se construit
par une identification au corps. Et de ce fait-là, il donne à celui qui est le prisonnier de cette illusion de l'ego le sentiment d'être incomplet. Il y a lui, circonscrit par son corps, puis il y a tout ce qui n'est pas lui. Et ce sentiment d'incomplétude va entraîner la compulsion à se compléter de toutes les façons possibles. Se compléter par le biais, par exemple, du pouvoir dont on parlait. Se compléter ou avoir l'impression qu'on se complète en étant de plus en plus riche ou en ayant de plus en plus de gloire, de renommée, etc. Et on peut aussi se dire que cette notion d'ego est liée à l'aveuglement finalement, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il en est réellement dans la réalité. Oui, parce que ce qui va se passer, c'est que la personne qui souffre de ces demandes de l'ego dans le cadre du travail va aller, dans certains cas, jusqu'à adopter des stratégies un peu biaisées pour saboter le travail des autres quand il s'agit d'un travail en équipe, par exemple, ou bien de refuser de collaborer. Parce que du fait que la personne est trop prise avec l'ego, elle a le sentiment que le succès des autres, la réussite des autres, lui porte ombrage. C'est un aveuglement. Et c'est un aveuglement propre à l'ego parce que la réalité montre en fait que plus on travaille en équipe et plus les résultats sont puissants et sont bons. Bien sûr. Et plus il y a de joie dans le travail et une absence de conflit. Ouais. On le retrouve ça très bien dans les sports collectifs de haut niveau. Si dans une équipe, il y a des stars à l'ego très affirmé qui ne sacrifient pas leur ego sur l'autel de l'intérêt de l'équipe, ces stars, toutes stars qu'elles sont, ne vont pas permettre à l'équipe d'obtenir les résultats que l'on attendrait d'elle. Et alors, que nous conseillent les maîtres zen pour concilier à la fois l'implication et le non-attachement, Gérard Pilet? Parce que c'est pas toujours évident. Hein. Oui, les maîtres zen sont soucieux de conduire leurs disciples jusqu'à la libération de l'illusion du moi. Et de ce fait, ils vont encourager leurs disciples à s'impliquer dans ce qu'ils font sans pour autant s'attacher aux bienfaits personnels qu'ils peuvent en recevoir. On a pour illustrer ça l'exemple de Bodhidharma, célèbre maître Chan. Et Bodhidharma, à la question de l'empereur qui lui demandait combien de mérite lui vaudra la construction de beaucoup de temples et de monastères, à cette question, Bodhidharma lui répondit « aucun mérite », lui enjoignant ainsi par cette réponse d'abandonner son attachement aux avantages personnels qu'il peut retirer de son implication, c'est-à-dire en quelque sorte lui enjoignant d'abandonner le programme de l'ego sous-jacent à son engagement. Et alors, plus près de nous, il y a votre maître, maître Taizen Deshimaru. Qu'est-ce que lui conseillait? J'avais été très impressionné lors d'un mondo. Un mondo, c'est des questions-réponses. Au cours d'une session de pratique, j'avais été très impressionné par sa réponse à un disciple qui lui demandait « Mais qu'est-ce qui va se passer après votre mort concernant ce que vous faites, votre mission ?» Et à cette question, maître Deshimaru avait dit « Je sème la graine. Pour ce qui est la récolte, c'est le Bouddha qui s'en occupe. » Et par cette réponse,
il nous encourageait à nous impliquer fortement dans l'action, à faire de notre mieux, mais en même temps à savoir à lâcher prise vis-à-vis de la volonté du moi d'avoir des résultats proportionnels à l'investissement qui a été fait. C'est-à-dire là, l'ego est obligé de faire un pas vers l'arrière, et de dire finalement, concernant les résultats, c'est pas moi qui décide, c'est pas le moi qui décide. Et concrètement, en quoi la pratique de la méditation, de Zazen, peut nous y aider? Bien, la pratique de Zazen, fondamentalement, nous demande de ne pas nous attacher aux bienfaits qui peuvent résulter de Zazen. Ces bienfaits existent sur la santé, sur la confiance en soi, sur l'équilibre psychologique, l'équilibre émotionnel. Ces bienfaits existent. Mais si on s'y attache, on reste dans le programme de l'ego. Et au lieu de faire de la méditation, ce qui va nous permettre de sortir de l'ego, à ce moment-là, on fait de la méditation un autre terrain privilégié pour que l'ego s'assoie un peu plus solidement. Mais donc, est-ce qu'il faudrait que nos actions, tout comme la méditation d'ailleurs, soient complètement désintéressées? Bien, dans le zen, il existe le samu. Oui. Le samu, c'est l'activité faite dans le cadre d'un temple ou d'une session de pratique pour le bénéfice de la communauté. Et dans le samu, il est demandé de s'impliquer pour le service aux autres, mais sans s'attacher aux avantages personnels que l'on peut retirer. Ça, c'est le service non intéressé. On le retrouve un peu dans le bénévolat, qui est très développé dans notre société. Et en effet, si le bénévolat n'existait pas, la pauvreté serait encore plus grande qu'elle n'est. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'invisible à différents niveaux de la société. Et plus se répandra dans la société le service non intéressé, et plus la société pourra pallier toutes les injustices créées par le système. Merci beaucoup, Gérard Pilet. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. De notre invité Gérard Pilet, S'étudier soi-même, aux éditions Kanjizai. Vous y retrouverez les différentes questions abordées dans cette émission, concernant entre autres l'ego, la définition de sa nature, sa construction, mais aussi son rapport avec le karma, le tout expliqué de manière claire et précise, à la lumière de l'enseignement du Bouddha. De notre invité toujours, Sagesse du cœur, également aux éditions Kanjizai, une belle façon de découvrir comment les enseignements du bouddhisme peuvent aider à traiter les émotions conflictuelles, à tenter de les guérir, mais aussi à redécouvrir les trésors que peut recéler le cœur de chacun. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dimanche prochain.